Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis Alain Courbière, consultant marketing en vin spiritueux chargé de mission pour Vignovin. Après la série des webinaires du mois de février consacrée aux tendances 2021, auxquelles vous avez répondu très nombreux, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle série de webinaires de printemps organisée tout au long de ce mois de juin. Nous avons débuté il y a maintenant 2 semaines et nous avons traité de thèmes aussi divers que la premiumisation, l'œnologie connectée, les contrôles œnologiques et l'agronologie. Nous clôturerons nos webinaires de printemps jeudi à 14 h avec les nouvelles méthodes de vente, le virage numérique. Le webinaire consacré aux opérations préfermentaires qui était prévu initialement le 18 juin est lui reporté à cet automne. On va accueillir tous nos invités avant que je lance le sujet. Donc, merci de me rejoindre et d'ouvrir vos caméras. Voilà, on a nos interlocuteurs qui arrivent. Les voici. Bien, tout le monde est avec nous. Alors, pour lancer le sujet, vous savez, aujourd'hui, on va traiter de concevoir sa ligne d'embouteillage. Le conditionnement est souvent la dernière étape avant la commercialisation. Il est le point de confluence de tous les investissements réalisés en amont, ça aille des vignes au chai ou de la stratégie marketing aux ambitions commerciales. Concevoir une ligne d'embouteillage est donc un projet avec un enjeu majeur. C'est vrai que si on se place sur un processus industriel, on peut choisir comme objectifs principaux la planification, le démarrage, le paramétrage, le contrôle suivi de la ligne d'embouteillage afin que les produits emballés le soient conformément aux normes en vigueur et aux consignes préétablies. Mais ces choix doivent également prendre en compte toutes les contraintes et les spécificités de la production, des produits, de l'environnement de chaque projet et de l'environnement de chaque client. La mise en place d'une ligne de conditionnement doit donc respecter un certain nombre d'étapes. Alors, on le sait très bien, établir une collaboration dès la naissance d'un projet avec les différents experts techniques leur permettra de mieux cerner les besoins et d'étudier un dispositif qui assurera certes un niveau de qualité optimal, mais aussi de gagner en compétitivité. Alors, pour traiter de ce vaste sujet, vous l'avez vu, nous sommes avec 4 experts et un grand témoin. Alors, grand témoin qui n'est pas moins expert d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Jean-Paul Andrieux. Merci de lever la main, Jean-Paul, directeur chez Limoux Conditionnement. Bonjour, Jean-Paul. Limoux Conditionnement est une usine d'embouteillage nouvelle génération d'une capacité de 10 millions de cols et qui est portée par les 2 caves Sueur d'Arc et Anne Joyeuse. Il va nous faire part de la réalisation de son projet qu'il a mis en œuvre et de son expérience dans la collaboration avec les 2 entreprises, Ingevin et Gaël. Pour Ingevin sont présents avec nous Nicolas Mounier. Bonjour Nicolas, chef de projet et responsable innovation, et Rémi Paquentin, directeur du bureau d'études et architecte. Alors, un petit rappel pour vous présenter Ingevin. Ingevin est leader en conception de chais et centre de conditionnement, soucieux d'accompagner la transition écologique du secteur viticole. Son bureau réunit 5 familles de compétences nécessaires à l'optimisation d'un projet, à savoir les architectes, les ingénieurs projets agroalimentaires, des œnologues, des anciens directeurs de site et des cadres techniques. Pour Gaï France sont avec nous Jean-Christophe Imbert, directeur commercial. Bonjour Jean-Christophe. Et Jérémy Arcolian, responsable du développement marketing et commercial. Bonjour Jérémy. Alors, Gaï, c'est un leader sur le marché, 70 ans d'expérience et 3 générations. Gaï est le précurseur des machines d'étiquetage et d'embouteillage de qualité jusqu'à 30 000 bouteilles à l'heure. On sait depuis la gamme s'est étendue à des produits tranquilles, vin, huile d'olive, fruits, spiritueux, et aux boissons gazeuses, champagne, vin pétillant et la bière, qui est un marché très porteur. Et également d'ailleurs au remplissage de canettes, que ce soit d'ailleurs dans le vin et dans la bière. Aujourd'hui, on retrouve des matériels Gaël dans le monde entier, sur des lignes de conditionnement à la recherche d'une mise en œuvre de qualité. Gaï France est implanté dans le Var depuis 1984, en plein cœur du vignoble de Côte-de-Provence. Et c'est aujourd'hui 50 collaborateurs qui apportent des solutions aux projets des vignerons et des brasseurs. Alors, comme d'habitude, c'est Vincent Ferrari, notre expert en webmastering et en community management, qui va réaliser ce webinaire. Vous avez l'habitude. Un grand merci à Vincent, on le saluera tout à l'heure. Et en attendant, donc, on va lancer du temps qu'on lance la première partie. Avant que je pose la première question à Jean-Paul Andrieux, je vais vous expliquer comment va se dérouler le webinaire. Donc, chaque expert va rester seul à l'écran pendant son intervention pour une meilleure qualité de présentation. Vous pourrez retrouver le rappel des coordonnées des intervenants de manière à ce que vous puissiez les contacter directement si vous le souhaitez. Nous enchaînerons la totalité des présentations et nous poserons ensuite les questions aux intervenants. Pour autant, vous avez le droit de poser des questions tout au long des interventions. Pour cela,
Il vous suffit de cliquer sur l'onglet questions qui est dans le menu déroulant que vous avez à votre droite ou à votre gauche suivant l'organisation de votre écran. S'il n'est pas ouvert, vous cliquez sur la petite flèche rouge. Vous avez un petit onglet questions que vous ouvrez et vous pourrez poser la totalité de vos questions. Vincent Ferrari se charge de récupérer les questions, de me les transmettre et elles seront posées toutes à la fin des interventions. Il est possible que les questions ne puissent pas être toutes posées, d'où l'intérêt de bien relever les coordonnées des intervenants si vous avez besoin de les jouer. Et puis, je vous rappelle enfin que tous nos webinaires sont enregistrés et que vous pourrez les revisionner en streaming à partir de la fin du mois sur vignovin.com. Voilà, je vous ai tout dit. On va lancer le thème du jour et ma première question ira à Jean-Paul Andrieux, notre grand témoin, en disant Jean-Paul, donc, quelles ont été les motivations d'abord des 2 caves coopératives pour réaliser l'IMU-conditionnement? Bonjour à tous. Donc, les 2 caves coopératives Limouxine, je pense que tout le monde les connaît. Vous avez Anne de Joyeuse et Sieur d'Arc. Donc, pour des raisons différentes et complémentaires, ces 2 caves coopératives ont décidé de coopérer. Donc, Sieur d'Arc avait un volume de 2 millions de bouteilles sur une ligne qui était devenue très obsolète. Elle avait été démarrée en 1996, donc elle commençait à vieillir. Donc, en termes de performance et en termes de qualité, par rapport aux attentes clients, il y avait vraiment un besoin qui apparaissait. Pour Anne de Joyeuse, c'est un peu différent. C'est un problème d'autonomie et de capacité parce que pour 4 millions de bouteilles qu'il réalisait, il faisait tout en prestation, donc sur d'autres sites. Donc voilà, donc ces 2 caves en plus sont complémentaires dans le marché puisque Sieur d'Arc, donc pas concurrente, Sieur d'Arc fait beaucoup de MDD d'export et Anne de Joyeuse est sur un secteur trad France Export. Donc voilà, toutes ces raisons ont cristallisé en fait ce projet. Ce projet qui s'est réalisé en 3 ans, donc ça a été assez rapide. Hein. 2017, on a cherché les partenaires. 2018, on a négocié. 2019, on a construit, on a démarré. Donc ça a été très rapide. Voilà, enfin, les motivations. Aujourd'hui, dans le bassin limouxien, c'était ça. Il y a un gros travail qui a été fait sur les terroirs, un gros travail qui a été fait au niveau de la vinification, de la partie commerciale. Il manquait cet outil, et c'est une évidence un peu d'aller vers ce projet. On reviendra vers vous à la fin de l'intervention. Je sais que vous allez participer à l'intervention, Jean-Paul, mais j'ai encore quelques questions à vous poser. Pour l'instant, je vous laisse avec nos intervenants et personnellement, je vous retrouve à la fin pour les questions. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à tous. On va continuer sur le sujet de pourquoi investir dans une chaîne de conditionnement. Donc, premièrement, en général, on retrouve des motivations stratégiques et financières avec un mot qui est très à la mode aujourd'hui, c'est la souveraineté, que la cave, le négociant ou le particulier puisse gérer son conditionnement comme il le veut par rapport à une dépendance à un prestataire éventuellement. L'importance aussi, c'est de maîtriser les coûts et d'apporter du service au client par de la réactivité. On voit que se développent de plus en plus les livraisons rapides comme le click and collect. Il y a un besoin de logistique efficace et de servir très rapidement le client à travers une efficience du site et en même temps avoir de la compétitivité, que ce soit au chai, au conditionnement ou à la logistique. Enfin, l'intégration de l'outil va permettre d'avoir une organisation en interne au travail des équipes avec de l'ergonomie, un outil opérationnel, là aussi tant au chai qu'en logistique et bien évidemment sur la ligne de production, avec des flux optimisés, mais on y reviendra plus tard. Tout cela permettant d'avoir un outil efficace qui va générer des économies, réduire les délais et augmenter le taux de service pour les clients de chacun. Je vais passer la parole à Jean-Christophe pour la seconde motivation. Oui, donc les motivations qualitatives sont primordiales puisque nous devons maîtriser et anticiper les divers facteurs pouvant nuire à la qualité des produits que nous allons mettre en bouteille. Le but principal demeure bien évidemment la conservation du profil analytique mais aussi organoleptique de ces produits. Notre objectif absolu est de ne pas modifier les caractéristiques de ces derniers entre leur entrée dans le monobloc d'embouteillage et leur sortie. Et évidemment, il est nécessaire aussi d'assurer une protection totale contre l'oxygène dissous et par conséquent une diminution du SO2 pour s'adapter aux demandes œnologiques et apporter des réponses concrètes aux nouvelles tendances modernes. Guy nous proposons donc des matériels adaptés aux différents marchés et perspectives de développement. Donc en ce sens, nous avons un rôle de conseil dans l'anticipation des évolutions de marché.
en amenant le client dans une réflexion à plus long terme, en se posant la question, est-ce qu'aujourd'hui, je fais par exemple du vin plat, mais est-ce que demain, je ne souhaite pas aussi m'orienter vers d'autres produits, tels que des vins pétillants, de la bière, du cidre, de la limonade ou du hard seltzer, par exemple. L'idée est d'ouvrir le cadre au futur et d'anticiper ses besoins. Donc, Gaï, en tant que constructeur et fabricant donc, de matériel d'embouteillage et d'étiquetage, va fabriquer des matériels modernes qui vont pouvoir s'adapter ensuite aux innovations technologiques et connecter à la ligne d'embouteillage, telles que la connexion à des contacteurs membranaires, des CIP pour le nettoyage en full automatique ou des carbonateurs. Enfin, grâce à la téléassistance, nous sommes aussi en capacité d'être en relation étroite avec le client, donc une vraie valeur ajoutée grâce à ces technologies et cela va apporter évidemment une proximité client et des solutions rapides lors de la production. Enfin, un autre élément de motivation va être le marketing. Jean-Christophe va vous en parler. Alors, quelles sont les motivations marketing? Le marketing, on le sait, a pris une place incontournable et prépondérante dans la société actuelle. Il faut s'y adapter. Et grâce en partie au marketing, le producteur pourra répondre aux demandes multiples du marché et mieux les connaître, notamment les demandes des nouveaux trentenaires qui ont d'autres ambitions et d'autres volontés de consommation que ce qu'il a été. Et donc, Gaï propose des matériels adaptés et flexibles surtout, qui pourront répondre aux sollicitations de ce même marketing, multiplicité des produits et des packaging, par exemple. Donc, nous allons voir un peu plus loin dans la présentation l'importance de bien définir en amont les produits à traiter, les formats de bouteilles, les types d'obturateurs de bouchage et l'habillage souhaité et de se laisser une possibilité vers l'évolution. Donc voilà, pour résumer, les trois principales sources de motivation, en plus de ce qu'a cité juste avant M. Jean-Paul Andrieux. Donc, on va définir les besoins de connaître ces objectifs de production pour réaliser un site d'embouteillage. On va d'abord avoir des objectifs qualitatifs et ensuite qualitatifs, sachant qu'il est important est de satisfaire aux deux pour les clients. Au niveau qualitatif, on va parler à la fois du contenu et du contenant. Sur le contenu, on va traiter notamment les gaz dissous, avec de l'inertage, avec toute la gestion des gaz, mais ça, Guy y reviendra un peu plus tard. Et aussi la sanitation, la stérilisation, le nettoyage des équipements, tout ça en temps masqué pour avoir de l'efficacité. Et après, en parlant de contenant, ça va être tout ce qui est en lien avec le packaging, sur notamment l'habillage et après le conditionnement mis en carton. Les objectifs quantitatifs devront être définis pour définir une efficacité opérationnelle en fonction des volumes annuels à produire. Des régions comme la Provence où il y a de forts rosés peuvent avoir aussi des pics de production à satisfaire, donc il faudra en prendre compte. Et tout cela pour après optimiser le site en termes de TRS, qui va, au-delà de montrer le savoir-faire, va garantir l'efficacité économique du site, mais on va s'adapter sur des outils comme le SMET qui va permettre de changer rapidement les machines pour gagner aussi en efficacité. TPS où on va être sur de la maintenance pour avoir des machines opérationnelles et faire plus de préventif et moins de curatif. Des 5S aussi pour ranger, pour avoir une zone de travail agréable et toujours efficace. Après, on va s'orienter aussi dans les objectifs quantitatifs vers de la flexibilité. S'adapter au format. On a vu qu'il y avait de plus en plus de formats avec le marketing. Donc là, on en revient aussi au changement de format, être réactif. Et tout cela dans un seul objectif, de répondre au marketing et à la satisfaction du client à travers les délais. Tous ces deux éléments vont devoir répondre aux objectifs du site, tant en termes de flux, au travers de l'implantation de la ligne, de l'implantation des ateliers. Rémi vous en parlera un peu plus tard. L'organisation en interne va être régie par cette implantation également, au niveau des procédures qualité. On pourra travailler ensemble avec les clients sur la planification et au-delà, toute la supply chain, depuis les appros des intrants jusqu'aux expéditions. Et après, on va parler de maintenance et bien évidemment de personnel formé sur les machines, motivé et efficace. Alors, je vais passer la parole à Rémi. Alors, effectivement, dans le déroulement de votre projet, vous allez être obligatoirement en lien avec des partenaires. Alors, le plus classique, le partenaire process, qui va vous fournir les outils et qui va amener une expertise technique machine avec
une maîtrise de sa maintenance, de sa gestion de la qualité, de l'adaptabilité de son outil, les interactions, les automatismes spécifiques à cet ensemble, avec qui vous allez discuter du prix et qui va intervenir avec son calendrier d'intervention et d'organisation sur son lot spécifique. Néanmoins, vous pouvez aussi vous appuyer sur un autre partenaire qui est le partenaire ingénierie sur la maîtrise d'œuvre, qui est du coup notre rôle. L'intérêt d'aller chercher un partenaire d'ingénierie, c'est de bénéficier de l'expérience spécifique qui a été accumulée, puisqu'en fait, des projets, que ce soit du conditionnement ou du vinicole, nous, on en a plusieurs par an, y compris dans le conditionnement. Donc forcément, ça permet d'être au courant des problématiques de l'ensemble de la filière, de pratiquer et d'expérimenter des outils, d'avoir des retours d'expérience, et surtout de maîtriser tous les enjeux de chacun de ces projets qui a toujours ses spécificités et ses problématiques. Un deuxième élément qui a un impact fort sur l'intérêt de s'appuyer sur une ingénierie, c'est le fait aussi de la disponibilité des personnels techniques en interne. C'est-à-dire que il y a certains clients qui préfèrent s'appuyer sur leurs équipes techniques en interne et qui font peser un poids supplémentaire sur ces équipes qui sont déjà en charge de la production et du fonctionnement du site. Donc, l'implication et la motivation des équipes en interne est une nécessité pour avoir un projet réussi. Néanmoins, faire baser l'ensemble de la gestion de la maîtrise d'œuvre depuis la conception jusqu'au suivi opérationnel, ça représente des charges extrêmement importantes qui sont parfois sous-estimées par les décideurs. Autre point intéressant avec une ingénierie, c'est qu'il y a un travail sur les calculs du budget, les calculs de retour sur investissement. On regarde tout ce que nous, on a pu produire au cours des précédents projets, et des compétences pluridisciplinaires qui ne sont pas forcément présentes dans des équipes en interne. C'est-à-dire que le fait de pouvoir rassembler au sein d'une même structure des capacités de conception en matière d'espace, en matière d'énergie, de fluide, en plus de la question œnologique et de la gestion produit et production, ce sont des éléments qui permettent d'avoir des projets réussis de par ces interactions et cette capacité à avoir en fait de la compétence croisée. Donc, une fois que vous avez décidé comment vous voulez vous organiser vous, en interne, il faut déterminer un cahier des charges. Alors, quand je parle de cahier des charges, ce n'est pas un cahier des charges de consultation, c'est vraiment un programme, en fait, c'est de définir les ambitions de votre projet. Ces ambitions, elles se basent en tout cas sur des éléments qui sont existants, c'est-à-dire le bâtiment, le terrain, votre terrain qui est en place, que ce soit un site existant ou un site neuf, ça c'est quelque chose qui va forcément avoir une importance, mais elle se base aussi sur des éléments qui vont être des choix stratégiques, sur les questions de process. Pour revenir sur la question plutôt bâtiment, le neuf comme l'existant vont avoir des contraintes et des avantages, des caractéristiques qui vont forcément pondérer l'ambition de ce que vous pouvez espérer pouvoir faire dans le cadre de votre projet. Vous allez vous fixer un objectif de performance énergétique. Quand on parle de performance énergétique, ce n'est pas seulement une question de consommation d'énergie, mais c'est vraiment l'ensemble finalement des coûts d'exploitation de votre site. On pourra aussi bien parler du chaud que du froid, que de l'eau pour le nettoyage, et finalement, si on pousse plus loin sur les parcours opérateurs, donc c'est une question d'efficacité avec un choix entre le coût d'exploitation et le coût d'investissement, puisqu'en fait, à chaque fois, il y aura toujours des solutions pour diminuer le coût d'exploitation, mais au prix en général d'un investissement initial plus important. Et ça va forcément rentrer en résonance avec toutes les autres problématiques de budget et d'arbitrage qui doivent se faire au cours d'un projet. L'ambition architecturale de votre projet, là quand je parle d'ambition architecturale, ce n'est pas la question de l'œuvre d'art ou pas, c'est le fait de se poser la question de quel est l'objectif de la construction de ce bâtiment. Est-ce que c'est un site technique qui vise à une performance industrielle pure? Est-ce qu'il y a une image de marque, une visibilité associée? Est-ce que vous souhaitez pouvoir accueillir des clients privés? Est-ce que vous souhaitez pouvoir accueillir du public? À partir de là, c'est une ambition, un objectif que vous fixez qui va complexifier ou simplifier certains autres éléments plus tard dans le développement du projet. Du côté du process, la définition de la production annuelle, des tailles de l'eau, des types de bouteilles, à la fois un bilan actuel, mais surtout une projection de ce que vous souhaitez pouvoir produire sur ce site-là, vont permettre de à la fois définir des outils adaptés et faire des arbitrages à partir des calculs de retour sur investissement. Et c'est là où il y a quelque chose qui n'est jamais évident pour les maîtres d'ouvrage, c'est le fait de pouvoir projeter des productions et de définir les spécificités de votre outil. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un choix qui sera plutôt de privilégier la souplesse, l'adaptabilité, ça sera un surcoût par rapport à un choix dédié à une pratique spécifique. Par contre, la pratique spécifique, si elle est moins coûteuse, elle donnera moins d'adaptabilité, moins de possibilités de transformation. Donc vous avez toujours
jongler entre le fait de privilégier l'adaptabilité ou plutôt de privilégier le coût général de l'opération. À noter que tous ces éléments-là, le fait de la typologie de produit, de votre organisation de travail, ça va jouer sur les flux, sur l'organisation et sur la conception du projet. Je veux dire, en fonction de ce que vous allez définir, si vous faites énormément de tirés-bouchés ou pas, si vous avez un flux extrêmement tendu en logistique ou pas, si vous avez la nécessité de gérer des toutes petites commandes et de toutes petites ordres de fabrication ou pas, ce sera des projets différents et des organisations d'espace qui vont être différentes. L'interaction entre le bâtiment et le process va aussi se traduire au niveau donc, des quantitatifs, des objectifs quantitatifs généraux, et ça va avoir aussi une conséquence sur le plan de la réglementation. C'est-à-dire que la quantité d'hectolitres produits, la quantité stockée dans votre site, va générer des contraintes supplémentaires en termes de réglementation, mais qui vont complexifier les questions de bâtiments et de process qu'on a évoqués. L'important, c'est bien de se dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un mètre carré qui va être construit, s'il n'est pas utile, vous allez non seulement le payer à la construction, mais vous allez aussi le payer à l'exploitation. Donc à partir de là, le plus vous allez réussir à être précis, le plus vous allez pouvoir faire des économies et avoir un projet optimisé. Alors, une fois que l'ambition du projet est posée, il y a quelques guides de base à suivre pour développer le projet et l'organiser de manière logique. Alors, le principe de la marche en avant, que tout le monde connaît, hein, c'est une base de logique industrielle. Ça se complexifie un petit peu lorsqu'on réfléchit à la fois en termes de production, mais à la fois en termes aussi de personnel, donc d'opérateurs, et de déplacement des opérateurs. Cette base de logique de fonctionnement de la marche en avant, il peut parfois entrer en conflit avec un terrain, un site existant, des contraintes d'espace qui vous obligent à trouver des compromis. Vous pouvez avoir effectivement les parcours opérateurs qui deviennent difficilement compatibles avec certaines organisations, ou vous pouvez aussi avoir la position de cette marche en avant et qui va se croiser avec la visite du public ou le fait de pouvoir avoir un accès pour des clients privés. Donc tous ces éléments-là, ça fait que ce simple principe de marche en avant, sa traduction en matière d'espace, ça peut représenter une complexité, surtout avec d'autres facteurs qui vont rentrer en compte dans votre conception. Exemple de facteurs qui doivent rentrer en compte, la gestion des zones blanches et des zones grises. Le fait de gérer correctement les zones plutôt grises, dans une logique agroalimentaire, où vous allez avoir vos matières sèches, l'ensemble des intrants sur la ligne, vous allez aussi avoir les sortants, les déchets de la ligne, la maintenance qui doit être à la fois au plus proche, mais à la fois correctement séparée, pour éviter toute problématique de qualité vis-à-vis des zones plus sensibles, qui sont vos vins, mais qui sont aussi vos produits finis après coup. Et c'est là où cette logique de marche en avant, avec la gestion jaune-blanche, jaune-grise, plus les circulations de vos personnels et d'éventuels visiteurs, on commence à tomber sur une problématique plus complexe dans un site qui aura à chaque fois ses caractéristiques spécifiques. Et dernier point qui, bien sûr, ne va pas simplifier les choses, c'est la question de la réglementation et des normes de référence. Donc, vous allez avoir l'objectif de respecter des normes qualité, alors qui vont être associées à des référentiels, à des pratiques internes. Vous allez avoir la contrainte des éléments de la préfecture avec les ICPE, en respectant les installations classées, les 2251, 1510, 1511. Et vous allez avoir vos contraintes des réglementations d'urbanisme de votre terrain. Et c'est là où l'ensemble de ces sujets, tout en essayant de respecter le principe de la marche en avant classique, la séparation des zones blanches et grises, c'est ce qui doit permettre d'avoir une solution qui aura vocation à être la plus simple en répondant à un problème compliqué. Alors, exemple avec le projet de limo-conditionnement, où du coup j'invite Jean-Paul Andrieux à nous faire part des ambitions qu'avait le projet de limo-conditionnement lors de son lancement. Alors, je vais essayer de rebondir par rapport à tout ce qu'a dit Rémi, parce que Rémi, il parle beaucoup, vous l'avez vu, mais il est très sérieux, Rémi. Donc, et efficace. Donc, l'ambition de limo-conditionnement, mais c'est avant tout l'autonomie, comme j'ai pu vous le dire, puisque d'un côté, une cave qui se demandait sur Darc si elle allait pouvoir garder sa ligne, et de l'autre côté, une cave qui voulait être autonome. Donc, la première ambition, c'était ça. Après, il y avait une ambition nettement marquée par les objectifs qui ont été fixés, c'est la qualité produit. Donc, qualité produit, aujourd'hui, la partie, pour ceux qui connaissent bien les lignes d'embouteillage, la partie critique au niveau de l'embouteillage, c'est bien sûr la filtration finale et la tireuse. Alors ça, peut-être que l'équipe GAI ne l'a pas évoqué. Le gros avantage de travailler avec GAI, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du site, j'ai un seul interlocuteur. Parce que GAI
travaille avec Winentech, c'est qu'un bloc. Donc, entre la filtration finale et le tirage, pour moi, c'est qu'une machine. Donc, si demain, je devais avoir un souci, et ce n'est pas le cas au niveau de microbiologique, au niveau organoleptique, j'ai un seul interlocuteur. On sait très bien que c'est des machines qui ont des difficultés d'échanger au niveau des automatismes, d'avoir un seul interlocuteur comme Guy, c'est vraiment un plus. Donc, il y a la qualité produit. Donc, sur la qualité produit, bien sûr, on est allé chercher des machines isobarométriques. Sur le marché, il n'y en avait pas beaucoup, même très peu. Donc, c'était Guy qui pourrait proposer ça. Donc, des machines isobarométriques qui vont permettre d'avoir un taux d'oxygène dissous qui va friser le zéro, qui ne reprend pas d'oxygène dissous. Donc, pour la qualité des vins, c'était majeur. Une machine isobarométrique qui nous permet aujourd'hui de faire des vins frisants, ce qui est à la mode. Et bon, moi, je suis dans le pays de la bulle. Donc, au niveau des bulles, on sait faire sur Limoux. Mais là, sur Limoux Conditionnement, on fait des petites bulles. Et ça marche pas mal. Donc, au niveau de la qualité, au niveau de la machine, je ne vous cache pas qu'au départ, on était quand même on était assez frileux parce qu'on trouvait cette machine complexe, la machine Guy. Et c'était une fausse problématique parce qu'aujourd'hui, on a fait plus de 10 millions de bouteilles. On n'a aucun problème de qualité, aucun problème technique. Il y a un bon accompagnement du service après-vente. Et c'est vraiment des machines très fiables, très très fiables et maîtrisées. Après, il y avait l'aspect marketing. Donc, vous savez qu'en Languedoc-Roussillon, on a beaucoup d'idées, hein, contrairement à certaines zones en France où on est beaucoup plus classique, que ce soit en Bourgogne, à Bordeaux. Là, on essaie toujours d'inventer ce qu'on n'a pas imaginé la veille. Donc, des bouteilles coniques, des bouteilles complexes, de l'indexation. Donc, on est allé très très loin dans la partie marketing pour répondre au marché. Et bien sûr, la productivité de l'ensemble qui permet aussi d'avoir un retour sur investissement, ça Nicolas l'avait évoqué, intéressant. Donc un peu ça c'était un peu les ambitions des caves. Donc aujourd'hui, pour un projet comme ça avec 2 caves, il y a un chef de projet qui avait été nommé, ben c'est moi. Donc j'avais été nommé en 2017. Et ma première mission, ça a été de trouver un cabinet d'ingénierie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc j'ai vu plusieurs cabinets. Ce qui a marché, ce qui a matché avec Angevin, ben ça, je crois que tout le monde l'a compris, c'est que c'est une équipe multidisciplinaire. Donc, avec un projet de cette ampleur, c'est compliqué d'avoir l'expertise sur tout. On ne peut pas avoir l'expertise sur tout. Et en fonction de la problématique électrique, des fluides, ça, on ne l'a pas évoqué, mais c'est hyper important pour ceux qui vont mener des projets de ce type. La partie administrative, qui est énorme, parce qu'on est en France, on sait qu'on est terrible, les Français. Donc, sur l'ICPE, sur l'ADREAL, sur le dossier France Agrimaire, sur tout ce qu'on peut imaginer administrativement autour d'un projet de ce type, cette partie-là, Angevin le gère très très bien. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été... messieurs, est-ce que je continue à développer ou pas? Je ne sais pas. Alors, il faut en garder un petit peu pour la fin. Comme moi, on a tendance à parler beaucoup, mais toujours très à propos. Et encore une fois, Jean-Paul, merci pour toutes ces précisions. Donc pour continuer un petit peu à illustrer cette démarche-là, comment ça s'est concrétisé du côté de Limoux Conditionnement. Là, vous avez un plan du projet. Il y a une parcelle qui est occupée dans toute sa largeur, en fait, qui est à côté d'une colline. Donc c'est un site qui avait en fait ses spécificités, avec un seul côté d'accès, adossé à une colline, avec de la pente sur le terrain, des enjeux de gestion des eaux de pluie particulièrement contraignantes. Hein. Vous voyez de splendides bassins qui sont sur la partie basse du dessin, et figurez-vous qu'il y en a au-dessus des encore plus grands pour pouvoir capter l'eau de la colline. Sur ce projet-là, on voit bien les entrées en partie basse où on a dissocié en fait la circulation de production avec un flux à sens unique qui fait le tour du projet, et l'accès qui se fait directement par le centre pour les personnels. Donc, tout ça, c'était des choses qui ont été mûrement réfléchies et qui ont demandé plusieurs adaptations. Au centre du projet, la mise en bouteille qui était le sujet de notre webinaire. Directement en alimentation de la mise en bouteille et accessible depuis l'extérieur, le cuvier. Directement accessible à la mise en bouteille, le dépalettiseur qui lui est cloisonné, séparé, avec une zone où vous pouvez voir en fait les petits carrés bleus, ce sont des stockages de palettes verts qui peuvent être chargés et déchargés sans bloquer le flux principal du site. Donc il y a bien sûr une veille à la sécurité des personnels, des caristes et des circulations, et puis une séparation. On voit bien cette logique entre le cuvier qui est du propre, la mise en bouteille avec la tireuse qui est encore sur de la zone blanche et le dépalettiseur qui est plutôt sur une zone grise. Le stockage des matières sèches,
qui mutualise en fait sa zone de déchargement avec la réception des matières sèches du côté du dépalettiseur. Ce stockage des matières sèches, il présente plusieurs sas intermédiaires pour différencier les matières sèches générales, les petites matières sèches qui vont avoir des contrôles sur le plan de l'hygrométrie et des températures, plus un sas intermédiaire qui permet de préparer les commandes. L'idée, c'est pour passer du gris au blanc, on ait suffisamment d'étapes intermédiaires qui correspondent aussi à un process de marche en avant et à un flux de production. Les utilités, à la fois sur la question de la production des énergies, qu'on a essayé de placer au plus près à la fois du cuvier et de la mise en bouteille, mais aussi de la maintenance qui a un accès directement sur les lignes et un accès sur l'extérieur. C'est là où on commence à avoir des complexités, puisqu'en fait, petit à petit, on va occuper toutes les zones d'accès autour de la mise en bouteille. Et enfin, en sortie, le stockage des produits finis. Donc si on fait une marche en avant rapide, on voit très bien, là on part de la bouteille, en fait, la bouteille qui est remplie avec le vin, qui ressent en stockage et qui est expédiée. Alors vous pouvez voir là justement que quand je parlais d'une question d'arbitrage et de choix organisationnel, la mise en bouteille, telle qu'elle est prévue ici, elle peut en fait accueillir une ligne supplémentaire en remplacement de la ligne de reprise qui est actuellement installée sur le site, mais elle n'a pas vocation à être redéveloppée et à être agrandie de manière infinie, puisqu'en fait, elle est entourée par des locaux qui vont gérer ces intrants ou les sortants de la ligne. Donc c'est là où on parle d'un arbitrage. À côté de ça, vous voyez bien que le stockage des produits finis en verre laisse un grand espace à côté. Le stockage des matières sèches a un autre espace en dessous, parce que c'est des locaux qui avaient vocation à se développer. Le cuvier aussi a vocation à se développer dans le cadre de ce projet. Et là, en fait, c'est des choix qui permettent d'avoir une réponse qui est appropriée, puisque là, quand on voit le flux de marche en avant, ça semble très simple. Néanmoins, il a fallu beaucoup de travail, en fait, beaucoup de versions pour arriver à quelque chose qui soit aussi simple. Alors, un petit zoom sur la partie des bureaux et de la circulation des personnels pour continuer dans cette logique de gestion des flux et de marche en avant. Quand on parlait d'un ensemble de SAS pour passer du gris au blanc, on l'a aussi retrouvé dans la logique d'accès des personnels à la ligne et au poste de travail. Jean-Paul ne l'a pas mis en avant, mais il a un passif, ce Jean-Paul Andrieux, un passif dans l'agroalimentaire, donc il n'a pas fait que du vin. Et lorsque nous avons eu le plaisir de collaborer avec lui dans le cadre de ce projet, il y a eu des ambitions très claires sur le fait de suivre des logiques d'organisation et de méthode de travail qui ne collent pas directement à l'agroalimentaire, mais en tout cas puissent aller dans la direction de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que le but n'était pas d'appliquer des normes qui n'étaient pas encore en place, mais en tout cas de pouvoir intégrer des éléments le jour où ça serait contraint. Par exemple, le fait de pouvoir mettre des pédiluves, le fait de gérer les accès du personnel et les zones entre la zone ICPE bien fermée, les chauffeurs et tous les éléments qui en fait vont faire qu'un site va pouvoir faire plus que respecter les normes IFS-BRC, même aller bien au-delà. Là, on a zoomé sur la partie bureau. En fait, à gauche, en bas à gauche, vous avez les parkings qu'on ne voit pas directement, mais vous avez la zone d'entrée, un accueil, une porte qui donne accès à la salle de repos qui donne accès à une terrasse, la terrasse étant dans l'enceinte de l'établissement, c'est-à-dire qu'une pause cigarette se fait dans l'enceinte de l'établissement et elle se fait en dehors des vestiaires, puisque depuis cette salle de repos, vous avez une zone pour pouvoir récupérer les blouses propres, déposer les blouses sales, les sanitaires, les vestiaires et enfin l'accès sur la ligne. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure d'une conception qui va permettre et encourager les bonnes pratiques, le fait que les sanitaires du personnel soient après le vestiaire depuis la ligne, c'est pas un hasard. C'est que pour faciliter la bonne pratique, la blouse est posée avant de passer au sanitaire. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui va être une obligation en toutes circonstances. Ça colle à un projet d'entreprise, ça colle à un management, ça colle à une organisation interne. De la même manière, là, dans le cas de ce projet-là, on n'a pas zoomé dessus, mais on retrouve la même logique sur la gestion des chauffeurs, puisque dans le cadre du projet de limo-conditionnement, les chauffeurs devaient avoir un visu sur le camion qui était chargé, mais ne devaient pas pouvoir avoir accès au site. Donc, ils ont bien sûr le local chauffeur qui est en contact avec un bureau, soit d'expédition, soit de réception, mais ils ne peuvent pas y accéder. On a d'autres sites où le chauffeur a une part beaucoup plus importante dans le fait de charger ou décharger le camion, ce qui fait qu'on a adapté, modifié les protocoles qu'on avait définis avec le client. Donc c'est pour illustrer un petit peu, finalement, comment on pose une ambition, comment on y répond, et ce que ça peut donner sur le thème de l'organisation spatiale, avec des contraintes qui sont spécifiques. Très clairement, sur un autre site avec d'autres objectifs, on n'a pas du tout le même projet
où on pourrait avoir des problèmes qui ne se posent pas dans le cadre de l'IMU parce qu'on répond correctement aux objectifs qui ont été posés par le client. Donc, pour zoomer un peu plus en détail sur la question de la ligne, je passe la main à Guy, qui va poursuivre la présentation sur ce sujet plus spécifique. Donc à l'écran, vous pouvez voir un extrait du dossier projet. Donc nous initions ce document qui va suivre toute l'instruction du dossier, donc de la demande client aux diverses identifications des besoins et jusqu'à l'implantation et la mise en service des matériels. Donc dès la demande du client, le dossier est suivi par le service commercial et le chef de projet Guy. Donc, nous avons des chefs de projet, 4 chefs de projet en interne, dédiés à l'instruction complète du dossier, et on va réaliser le lien technique avec le client. Donc les chefs de projet vont collecter les informations, implanter le matériel, réaliser les dessins sous AutoCAD de la ligne de conditionnement, prévoir l'ensemble des utilités et dialoguer avec le cabinet d'ingénierie ou le client pour réaliser et mener à bien le projet. Donc, en fait, Guy, en tant que fournisseur de matériel de conditionnement, a une nouvelle fois un rôle de conseil quant au choix des machines en fonction des produits actuels ou futurs besoins. Par exemple, il y a de cela 6-7 ans, une cave du sud de la France s'est posé la question, qui ne faisait d'ailleurs que du vin plat, s'est dit pourquoi pas acheter une machine type électropneumatique qui nous permettra, un petit peu comme l'IMU, de faire des produits pétillants ou plats. Et donc finalement, ils ont été très heureux d'avoir acheté ce type de machine puisque les chutes des ventes de muscat les ont obligés à trouver d'autres canaux de distribution et donc de faire des bulles et donc de faire des muscats pétillants avec la même machine. Donc ça, c'est notre rôle de conseil d'anticiper au mieux le marché et ce que veut le marketing. En même temps, on a aussi des exemples de vignerons qui veulent se mettre à faire de la bière, donc les deux dans le même chai, on va dire, et donc la même machine peut faire les deux productions. Donc là aussi, c'est d'anticiper les besoins futurs des clients. Donc nous allons ensuite passer au tableau d'échantillonnage. Ici à l'écran, un exemple de tableau d'échantillonnage. Donc pourquoi vous présentez ce document? Bien évidemment, le but n'est pas de faire un tour de l'ensemble des documents administratifs, mais simplement pour vous montrer à quel point ce document est important, puisqu'il s'agit d'un prérequis indispensable. Dans le tableau d'échantillonnage, nous allons répertorier tous les formats de bouteilles du client, tous les types de bouchage, tous les habillages, capsules de surbouchage et étiquettes diverses. Donc, à ce titre, une personne en interne est responsable à plein temps de la partie échantillonnage et va réceptionner, trier, répertorier plusieurs milliers d'échantillons chaque année. Donc, ces échantillons sont ensuite en partie expédiés à l'usine pour la fabrication d'équipements dédiés. Sachant que de nos jours, on a environ 70% de nos machines qui sont vendues avec des vis et des étoiles réglables, capables donc d'accepter plusieurs formats. Le client n'aura donc à changer uniquement que les contre-étoiles et celles-ci vont être fabriquées et pastillées d'une couleur qui leur est propre avec une identification afin de ne pas se tromper et d'être sûr de mettre en place la bonne contre-étoile par rapport au format de bouteille. Donc l'ensemble de ces données sera ensuite enregistré dans l'écran de la machine, dans l'écran PLC de la machine qui va jouer le rôle d'un ordinateur de bord. Et ensuite, le client pourra sélectionner le format par rapport au produit et à sa production. Donc une grande partie des réglages ensuite se fera automatiquement et électriquement. Donc, à partir de cet outil, nos services aussi en interne vont pouvoir enregistrer les éléments et faire des tests avant l'installation chez le client. Donc, la technologie électropneumatique dont nous parlions, qui est quand même la technologie d'avenir et qui nous intéresse puisque c'est ce qui est, au risque de me répéter, ce qui est installé à l'IMU, va nous permettre justement de gérer toutes ces demandes et notamment au niveau technologique, de gérer les temps de désaération, d'injection de gaz neutre, de remplissage, de dégazage, bref, tout ce qu'on souhaite faire sur notre vin, enfin, avant et après la mise en bouteille. Et toutes ces opérations se déroulent exclusivement sous le bec, donc en herméticité totale. Donc ça, c'est un plus évident. Et donc, à travers le tableau d'échantillon, nous avons une photographie de l'ensemble des contenants. Et ces contenants vont évidemment être pré-réglés, être installés avec notre machine. Au-delà de ça, on peut aussi gérer les volumes d'eau de rinçage dans les bouteilles grâce à nos rinceuses électropneumatiques, car on peut doser, on va dire au millilitre près, le volume d'eau en fonction du format. Et donc là aussi, on va pouvoir gérer beaucoup mieux les formats.
Cela s'inscrit aussi dans notre philosophie, puisque nous sommes certifiés 9001, 14001 et 45001. Et donc, on permet aux clients d'avoir une démarche éco-responsable en réduisant ses consommations d'eau annuelles de plus de 40%. Nous allons donc vous montrer le plan d'implantation d'une ligne. Donc, le plan d'implantation de la ligne de conditionnement, comme je vous l'ai dit, est réalisé par le chef de projet GAI. Il va être ensuite transmis à un G20 au partenaire ingénierie pour l'intégrer dans la réflexion globale du projet. Donc, il servira à la fois aux clients, mais aussi à l'équipe de techniciens GAI France, composée de 25 techniciens itinérants, pour installer la ligne conformément au cahier des charges, en accord avec le cabinet d'ingénierie et le client. Concernant le suivi de projet, donc voilà, on va en interne chez GAI, on va établir un rétro-planning d'installation de projet par rapport aux livraisons de machines, à l'installation, la mise en service, la formation du client. Et ce rétro-planning projet propre à la ligne de conditionnement proposée par GAI va être ensuite intégré par un G20 pour la réflexion globale par rapport aux autres partenaires et autres contraintes du chantier. Donc, on va faire un retour en images par la société 1G20 qui va vous présenter les images du projet Limo Conditionnement. Exactement, puisque dans la continuité de ce qui a été présenté par Guy, hein, bien sûr, chaque fabricant a sa propre technicité, sa maîtrise de ses outils, la gestion des spécificités de leur chantier, qui s'intègre dans un tout complexe à gérer. C'est-à-dire que on évoquait depuis le début des éléments qui relèvent de la maîtrise d'œuvre de conception, donc vraiment on pense un projet, pourquoi on le pense, quels sont les objectifs et comment on essaye d'y répondre, sous quelles contraintes. Mais il y a aussi vraiment toute la partie, donc bien sûr, de consultation. On a des cahiers des charges qui servent à définir précisément ce que vous achetez au fournisseur et ce que le fournisseur vous vend aussi. Puis vous allez avoir toute la partie maîtrise d'œuvre d'exécution, c'est en fait la gestion du chantier, ce qui est un défi en soi, puisque comme vous pouvez le voir, on part toujours bien sûr pour un site neuf ou pire sur un site existant, parce que c'est nettement plus compliqué à gérer. Donc ces chantiers-là, c'est des phases où le fait d'être accompagné, ça prend aussi tout son sens, puisque vous avez en fait le besoin de passer énormément de temps, le fait d'avoir une cohérence très fine entre ce que vous avez défini comme étant un objectif, ce que vous avez acheté et négocié, et enfin ce que vous allez obtenir dans les délais ciblés. Donc en fait, tous ces éléments-là, ça fait un chantier qui vont être réussis ou non dès lors que vous allez avoir des incohérences intermédiaires. C'est important, en tout cas, si vous n'êtes pas accompagné, de passer suffisamment de temps, puisqu'en fait, c'est vraiment une question de temps, d'attention, de technicité et de maîtrise de chaque élément spécifique, depuis le bâtiment jusqu'aux éléments relatifs aux machines, puisqu'en fait, il faut que l'interlocuteur qui va centraliser toutes les compétences soit capable de dialoguer avec chacun des spécialistes avec suffisamment de technicité pour pouvoir comprendre ces problématiques et vous permettre à vous de faire les arbitrages que vous décidez. Donc sur un projet, vous avez toute la partie bâtiment et vous avez surtout l'arrivée du process industriel dans le bâtiment et des temps qui vont se chevaucher entre des entreprises qui vont encore être présentes en train de terminer des parties du bâtiment, d'autres vous allez déjà avoir vos matériels qui vont être livrés. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui doivent se gérer finement, à la fois en termes de planning, à la fois en termes d'administratif. Le suivi, bien sûr, des paiements, des éventuels conflits ou incompréhensions, en tout cas, qui apparaissent en général sur un chantier, puisque même si on essaie toujours d'être clair sur chaque point, il peut y avoir des visions qui peuvent diverger à certains moments, surtout dans le cadre de l'apparition d'impondérables, d'intempéries, de contraintes qui vont être imprévues. Des chantiers qui se sont déroulés ces 2 dernières années avec la question Covid ont présenté des défis significatifs et qui ont fait plus que justifier pour nos clients d'avoir été accompagnés, d'avoir été appuyés au global. Donc, lorsque le chantier se termine, que vous avez pu rentrer dans le site, faire vos essais, que vous l'avez lancé, finalement, le projet n'est malheureusement pas terminé, puisque vous allez toujours avoir donc, des petites réserves à lever, du suivi, et vous allez avoir toutes les parties administratives liées aux éventuelles subventions que vous avez pu obtenir. Alors, et c'est là aussi où le fait d'avoir une grande rigueur sur la cohérence entre votre dossier de subvention, les réponses des entreprises, les certificats de paiement et tout ce qui va être versé au long du chantier, c'est quelque chose qui va représenter, si c'est bien fait, une manne financière importante, mais surtout d'énormes complications si jamais vous avez des incohérences dans la globalité. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est important de consacrer à la fois les compétences et le temps nécessaire pour monter des projets de ce type-là,
qui, depuis plusieurs années, ne vont pas en se simplifiant, bien au contraire. Donc, on vous remercie en tout cas d'avoir écouté nos explications et notre présentation au global. On va pouvoir donner la main à Alain pour la fin de ce webinaire et des échanges plus particuliers. Bon, merci pour cette présentation complète donc, et très intéressante. Je vais demander à Jean-Paul de nous rejoindre aussi. Donc, on va passer au jeu des questions. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées de la salle. Donc, mais la première question, je l'avais dit en préambule, je la poserai bien évidemment à notre grand témoin, Jean-Paul Andrieux. Et même si on a compris que vous étiez plutôt satisfait, sinon je pense que vous ne seriez pas en train de nous parler. Globalement, malgré tout, un an après 10 millions de calls, si j'ai bien compris, quel est votre retour d'expérience sur la collaboration avec les deux sociétés? Mon retour d'expérience, il est très bon. Hein. C'est vrai que vous avez raison, s'il n'avait pas été bon, je ne serais pas là. Je ne serais pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est dans ce projet de cette ampleur, c'est qu'un budget, c'est un budget à peu près de 12 millions d'euros qui a été tenu, qui est allé au-delà de nos ambitions parce qu'on pensait ne pas avoir la possibilité de travailler avec ce type de fournisseurs, ces constructeurs. Donc aujourd'hui, avec le budget qu'on avait au départ, mais on l'a tenu et puis le délai a été tenu. Donc aujourd'hui, le premier coup de pelle, Rémi, c'était en octobre 2018, je crois, un an après, comme on l'avait prévu, et 2 ans avant le démarrage, on avait prévu de démarrer au mois de décembre, ça a été tenu. Donc là, avec tous les enjeux qu'il y avait par rapport au changement de produit, par exemple, pour Andes Joyeuses, qui passait de son prestataire à cette entité, il ne fallait pas se louper, et on l'a tenu donc à la virgule. Ça, c'est à noter. Après, au-delà de tout ce qui a pu être dit, tout ce qu'on avait mis dans le cahier des charges qui n'était pas évident, par exemple, des taux de frein au minimum dans des avinages sur ce type de machine. Aujourd'hui, avec le système mis en place entre GAI et son partenaire, on a des taux de frein de 0,3%. On tient les temps de changement, on n'a pas de panne mécanique, on a de très bons résultats microbiologiques. Donc, aujourd'hui, par ce qui a été fait, le choix qui a été fait avec GAI, ça sera à refaire, donc on fera le même, on ne s'est pas trompé. Et puis après, travailler avec l'équipe NG20, écoutez, c'est des équipes d'experts. Donc à chaque problématique, il y a une réponse et il y a une bonne coordination avec Rémi Paquentin qui orchestre un peu tout le fonctionnement de ces experts. Et des fois, c'est pas évident. On est soutenu aussi parce que quand on est sur des métiers qu'on ne maîtrise pas, automatiquement on peut faire des bêtises. Donc on est soutenu, conseillé. Et globalement, même quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Parce que vous imaginez un projet de ce type entre tous les constructeurs, tous les enjeux, la pression qu'on peut avoir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on trouve des solutions aux problèmes sans s'énerver et de façon constructive et positive. Voilà. Bien, merci Jean-Paul. Moi, j'ai une question justement pour Rémi. Mais je crois que tu as répondu dans ton intervention, mais la question était peut-être posée un petit peu avant. Concernant vos missions, on me dit les missions d'un G20, est-ce que vous prenez en charge les dossiers ICPE et France Agrimer? Et aujourd'hui, on est capable de le faire. Voilà, c'est confirmé. Aujourd'hui, on est capable de faire des offres qui vont intégrer et les dossiers CPE et les dossiers France Agrimer. Pendant très longtemps, on a accompagné nos clients en fait et les maîtres d'ouvrage sur ces thématiques-là en simple service, mais on s'est rendu compte qu'à la longue, à force de finalement faire 90% des opérations dessus, il pouvait être plus avantageux pour le maître d'ouvrage d'avoir un seul interlocuteur. Donc aujourd'hui, on est capable en interne, en s'appuyant bien sûr sur dans ce cas précis, des spécialistes, c'est-à-dire qu'on va sur le côté ICPE notamment, on va aller mandater des bureaux avec qui on a l'habitude de travailler, mais pour le maître d'ouvrage, c'est un seul interlocuteur, une seule gestion de la problématique et une cohérence sur l'ensemble du projet, puisque effectivement, parfois, en général, les problèmes naissent d'une différence d'interprétation sur un même sujet. Tout le monde est de bonne foi, mais malheureusement, on a beau l'écrire avec les mêmes mots, des fois on ne comprend pas les mêmes choses. Donc à partir de là, c'est vraiment aujourd'hui gagnant, je pense, pour un maître d'ouvrage d'aller vers un interlocuteur unique sur ces questions-là qui sont extrêmement délicates.
Il peut rajouter une chose, oui, si oui, vous voulez, Alain, par rapport à France Agrimaire, aujourd'hui, un projet de ce type, en fait, il y a des aides avec France Agrimaire, il y a des aides de région. Aujourd'hui, il y a tout un travail de synthèse et une construction de fichiers qui nous ont permis de saisir et de pouvoir compléter et faire valider ces projets. C'est énorme. Clairement, sur la partie administrative, sur les aides région et France Agrimaire, s'ils n'avaient pas été là pour m'accompagner, je voyais, c'est presque mission impossible. Aujourd'hui, mission impossible. On peut comprendre. Oui. J'ai une question pour Guy. Donc, monsieur, sur quel élément vous vous basez pour définir le type de matériel? Quels sont les éléments clés? Les éléments clés, ce sont d'abord les produits. Ça, c'est évident sur les produits, les contenants, bien évidemment, les bouchages. Et après, c'est l'accompagnement sur toute la partie, comme je disais tout à l'heure, dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut anticiper. Voilà. Et après, on va définir des cadences de travail, des objectifs de mise journalière. Comment on détermine une cadence? On se fie sur quoi? En fait, la cadence, c'est plutôt le client qui va nous la donner en disant voilà, je suis capable de travailler, je veux faire 20 000 bouteilles, 100 000 bouteilles par jour, et j'ai tel moyen. À ce moment-là, on va dire il va falloir s'équiper comme ci, comme ça, et on va trouver les matériels adaptés à chaque demande, bien sûr. Alors justement, j'ai un vigneron, je crois qu'il est de Vinsobre pour bien connaître son père, donc qui me pose une question et qui me dit est-ce que vous avez des outils adaptés? Il ne fait pas 10 millions de cols, il me dit on est plutôt sur des projets de 400 000 cols par an. Et est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir des projets? Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une construction, mais Rémi l'a dit aussi, d'une rénovation ou d'une adaptation à une cave, hein, puisqu'on a aussi des vignerons qui sont connectés avec nous. Ce n'est pas tous des projets aussi ambitieux que peuvent le faire les deux caves coopératives. Donc, qui veut répondre sur cette partie et comment on se positionne par rapport à un vigneron, je dirais, indépendant? Moi, je peux répondre. Hein. Oui, volontiers, Jean-Paul. Un vigneron qui fait 400 000 cols, je l'invite à venir nous voir. L'invitation est lancée alors. Je peux faire le relais. Clairement, c'est assez simple dans l'embouteillage. Pour commencer à penser Invest, je crois que les machines Gaïa démarrent à 3000 bouteilleurs, c'est ça? 3000, peut-être 2000. 1000 bouteilleurs. 1000 bouteilleurs. Et 1000 bouteilleurs, il faut faire 1 million de bouteilles. Vous voyez, pour que ce soit. Enfin, je veux pas. Il me semble qu'à 400 000 bouteilles, ça reste un peu juste pour pouvoir faire une ligne d'embouteillage. Après, ce qu'il faut savoir derrière une ligne d'embouteillage, ces messieurs sont sur des métiers très complexes et derrière ces lignes d'embouteillage, pour les faire fonctionner, c'est très compétent et c'est très long et très lourd de former des personnes capables d'avoir le niveau en qualité et en technicité pour faire tourner ces machines. On les trouve, c'est des machines qui ne sont pas très compliquées non plus, mais voilà, donc sur des petits volumes comme ça, je dirais à monsieur le viticulteur, je suis aussi viticulteur. Donc, il vaut mieux peut-être travailler avec des prestataires au camion ou du fixe aujourd'hui. Il me semble, messieurs. Il y a des gens qui sont autonomes à moins de 400 000 bouteilles de mémoire et pour en avoir visité beaucoup. Alors, en fait, on vend des lignes d'embouteillage et des gens qui font 50 000 bouteilles. Ah oui. On vend des lignes d'embouteillage et des gens qui font des millions et des millions de bouteilles. En fait, c'est plutôt la multiplicité des produits qui va faire que le client va s'équiper ou alors il est dans une région compliquée d'accès pour les prestataires. Donc là, effectivement, moi, on est en Provence, Guy France. Je vois, vous avez des domaines qui font 200 000 bouteilles et qui ont une quinzaine de formats différents. Donc là, ça devient complexe de gérer ça avec un prestataire de service. C'est aussi pour ça que ces gens-là s'équipent. Après, effectivement, je suis d'accord avec M. Andrieux, c'est si on fait 400 000 bouteilles et qu'on a, on va dire, peu de produits et peu d'habillage, il est clair qu'un prestataire fera très très bien le métier et aussi il faut embaucher des personnes qui connaissent ce métier-là. C'est vrai que c'est pas évident. C'est un mix des deux. Alors, j'aimerais compléter du coup effectivement sur ces deux questions, puisque tout est vrai dans ce qui s'est dit. Il y a vraiment cette question effectivement de la valeur ajoutée sur le produit d'enjeux connexes, parce que voilà, s'il n'y a pas d'accès à des conditionneurs mobiles ou fixes, ou des qualités qui ne correspondent pas, ou des multiplicités,
il va y avoir effectivement des éléments qui vont dépasser les logiques en fait de rentabilité de production, parce qu'effectivement ce qui est avancé par Jean-Paul est tout à fait cohérent. En dessous d'une million de cols, on va avoir une rentabilité à la production qui va en général pouvoir en tout cas commencer à balancer entre l'investissement pur quand on parle de ROI et de calcul de machine. Par contre, effectivement, il y a des éléments qui touchent. Il y a une autre notion, c'est un peu si vous voulez, c'est l'entraînement des personnes à piloter ce type d'outil. Aujourd'hui, il y a certaines caves où la personne va faire du chai, peut-être même va faire du travail dans les vignes, et puis va revenir sur c'est un métier particulier, quoi. Et pour pousser la machine et arriver vraiment à de la qualité optimale, c'est difficile de passer comme ça d'un métier à un autre. Voilà. Mais c'est possible, Alors, je suis d'accord avec vous. Tout est possible. Alors, on est presque en live puisque j'ai le vigneron qui réagit directement là, donc à vos réponses, donc c'est intéressant. Alors d'abord, il me précise que ce n'est pas dans le cadre d'une rénovation, que c'est bien sur un projet de construction, donc c'est déjà un point. Et puis il précise une chose que l'on a déjà vue et que j'ai déjà entendue à tellement de reprises, c'est que c'est très difficile d'avoir de la souplesse avec des prestataires extérieurs parce qu'un camion, ça se réserve des mois à l'avance, des fois pour faire l'embouteillage. Et bien évidemment, quand on est autonome, eh bien, on peut s'adapter à la souplesse, à l'export, notamment à l'étiquetage et ce genre de choses, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut faire du tiré-bouché, mais il faut souvent reprendre pour pouvoir répondre à un marché, et les marchés étant de plus en plus tendus. J'anticipe, ce n'est pas exactement tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai bien compris que la problématique était peut-être un petit peu là. Donc, au final, est-ce que tu faire appel à un prestataire comme un G20 Gaille pour répondre à un petit vigneron? Alors, juste pour la partie Gaille, en fait, c'est le rôle de conseil dont on a parlé tout au long du webinaire, c'est qu'on va définir le besoin du client pour sa ligne d'embouteillage. La ligne, ça peut être une machine d'embouteillage avec une étiqueteuse ou une machine d'embouteillage avec une étiqueteuse et de la semi-automatisation de l'entrée-sortie de ligne, ou alors un projet plus gros, plus complexe, plus lourd avec une ligne au 100% automatisée. Et en cela, nous, on va essayer de s'adapter aux besoins du client et répondre pour tout type de demande, puisqu'on fait en effet des embouteilleuses de 1000 bouteilleurs à 30 000 bouteilleurs. Donc, évidemment, il va falloir dimensionner la ligne en fonction du besoin du client. Bien, je vous invite, alors on ne va pas passer à la fin du webinaire avec uniquement ce vigneron, bien évidemment, mais il a marqué qu'il avait à peu près ses réponses, mais surtout, je vous invite à vous mettre en contact ensemble de manière à ce que vous puissiez aller un petit peu plus loin. J'ai d'autres questions qui arrivent de la salle, entre autres une pour Jean-Paul, et on me demande, Jean-Paul, alors attendez, il faut que je le retrouve, quel pourcentage de l'enveloppe peut représenter les aides sur un projet global comme celui de Limoux? Alors là, la première partie des aides a été versée, puis je suis dans la deuxième, vous savez, où on demande la fin de paiement et tous les contrôles. Donc aujourd'hui, sur le papier, on est autour de 28%. Mais alors, 28% parce que je peux vous assurer que les politiques limouxins, les deux présidents, s'ils m'écoutent, ils ont bataillé fort auprès des institutions, que ce soit la région ou France Agrimaire. Donc ça a été un dossier qui a été rondement mené pendant des mois et des mois pour arriver à ces pourcentages-là. Mais 25% d'aide, on peut y arriver. Oui. Bon, c'est significatif. Je répète, c'est des dossiers très compliqués à monter. Et très compliqués à valider. D'avoir un partenaire. Oui, il vaut mieux. Rémi ou Nicolas, mais je ne sais pas lequel va répondre, mais on me pose une question me disant vous parlez d'architecture, de bâtiments, d'intégration. Est-ce que vous vous occupez aussi de la partie intégration paysagère? Alors, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que tout va dépendre en fait de l'ambition du projet. Si on parle de la partie vraiment architecture, permis de construire, nous, on reste un bureau d'études. C'est-à-dire qu'on n'est pas une agence d'architecture, on n'est pas en capacité à poser de manière indépendante un permis de construire. À partir de là, on a deux méthodes. On est tout à fait capable de gérer un projet dans sa globalité parce qu'on a des architectes avec qui on travaille régulièrement et avec qui on a l'habitude de collaborer. C'est une vraie question d'organisation légale. Donc, vraiment, on ne peut pas poser ce permis de manière indépendante. Et on a aussi la pratique de travailler avec des architectes qui sont en lien avec les maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire que nous, on est tout à fait habitués à collaborer avec des interlocuteurs locaux sur ces thématiques. Dans ce cadre-là, l'intégration paysagère sur le plan architectural, nous, on l'intègre dans la pensée du projet, puisque c'est l'intérêt d'avoir et des architectes et des œnologues et tous les interlocuteurs pour en fait proposer déjà les compromis les plus adaptés aux problèmes du client. Si on est vraiment sur la question de l'aménagement paysager de type plantation, végétalisation, projet paysager, là, ça va plutôt être dans le cadre d'une consultation dédiée auprès de paysagistes en fonction du type de projet, puisque nous, on intervient au national et à l'international
Très clairement, un bon projet paysager n'est pas le même dans le Bordelais, le sud de la France, l'Alsace ou tout le bassin méditerranéen. Il y a des spécificités. Et là, on rentre dans le fait de mobiliser des entreprises dédiées, mais qui feront la prestation derrière. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question globale. Pour Guy, quelles sont les formations nécessaires à la conduite d'une machine de conditionnement? Nous, on préconise une formation en BTS technicien de maintenance et idéalement aussi en fonction du type de technologie comme de l'électropneumatique, de l'automatisme. Après, on propose en complément, en plus de la formation de base et de l'expérience potentielle du client, on propose un organisme de formation et à ce titre, on peut proposer des formations d'accompagnement ou dans nos locaux directement chez le client sur plusieurs journées. Mais c'est nécessaire et c'est vendu avec ce type de matériel électropneumatique systématiquement où il y a la partie formation, mise en production, etc. parce que c'est des outils quand même à piloter et à maîtriser. J'ai une question d'ailleurs sur l'électropneumatique pour Jean-Paul Andrieux. Pourquoi avoir choisi précisément l'électropneumatique? Ah, j'ai pas de micro, Jean-Paul. J'ai pas de micro. Ah, ça y est. En fait, on n'a pas choisi l'électropneumatique. On voulait de l'isobarométrique. Et c'est pour arriver à ce système isobarométrique. En fait, on équilibre la pression entre la cuve qui est au-dessus de la bouteille et la bouteille. Donc, c'est un double effet, parce qu'il n'y a pas de reprise d'oxygène et aussi il n'y a pas d'effet moussant. C'est pour ça qu'on peut arriver à conditionner des vins avec un taux de gaz carbonique élevé sans avoir des problèmes de remplissage. Ça, tout le monde qui a une ligne embouteillage. Donc, si vous voulez, l'électropneumatique, ça a été un choix technique de Guy, un beau choix technique de Guy, pour arriver à gérer de façon électronique toutes les séquences qu'on va pouvoir découper pour remplir une bouteille. Vous savez, vous avez une séquence où vous faites le vide dans la bouteille, une séquence où vous rajoutez de l'azote, vous faites le vide, vous rajoutez de l'azote, donc vous saturez la bouteille au niveau d'azote, donc pour préserver le vin, et après vous avez toute une séquence de remplissage et de remise à niveau. Donc ça, ces séquences-là, vous pouvez, avec l'électropneumatique, vous me direz, monsieur De Guy, si je n'ai pas dit de bêtises, hein, mais non, avec toutes ces séquences, vous pouvez les régler. Donc, en fonction du type de vin et du type de format de bouteille, vous pouvez le modifier et faire des recettes. Donc, c'est très intéressant. Par exemple, sur du vin frisant, où on est à 3 grammes de CO2 au litre, donc c'est assez élevé. Hein. 3 grammes pour un vin blanc, on est à 1 gramme, là, vous êtes à 3. Donc, on met une contre-pression, ça, c'est des réglages, hein. On met une contre-pression dans la cuve d'un bar et on arrive à conditionner. Ce que vous ne pouvez pas faire sur une gravitaire. C'est impossible. D'accord. Et quelle est la gamme de produits? Quelle est la gamme de produits Il y a des effervescents en même temps que des vins tranquilles sur la même ligne? Non. Aujourd'hui, de toute façon, non, sur cette ligne, sur le choix, on peut aller au niveau du gaz carbonique, un vin rouge aujourd'hui, la plupart des clients veulent un vin rouge à 0,5 g par litre. Le vin blanc et rosé que vous buvez, vous êtes à 1 gramme. Et là, en frisant, c'est des bulles très fines de gaz carbonique. On n'est pas sur du Coca-Cola, hein. On est sur des vins un peu italiens. Donc là, vous êtes à 3 grammes. C'est le maximum aujourd'hui sur ce type de machine. Parce qu'on a choisi une machine basse pression, mais Guy sait faire aussi des machines haute pression où vous pouvez aller chercher des pressions beaucoup plus élevées. Donc, vous pouvez faire des effervescents, mais en tant que Limouxin et par rapport au code Limouxin et puis par rapport au syndicat du cru, il m'est formellement interdit de conditionner ce type de produit, ce qu'on peut comprendre. D'accord. Et alors, comment organiser la gamme, parmi la gamme de produits qu'on a vus, comment vous organisez la mise en bouteille? Alors, moi, vous savez, je fais que de la prestation sur l'immoconditionnement. Donc, au niveau de l'organisation de la mise en bouteille, le premier point, c'est de respecter, enfin, de répondre aux besoins clients par rapport à son besoin de produit. Ça, c'est le premier. Après, le deuxième, c'est le vin. En fonction du vin, l'ordonnancement se fait du blanc, rosé, rouge, donc dans la journée. Et puis après, on essaie de regrouper les unités d'œuvre pour faire de la productivité au niveau des bouteilles. Donc, c'est les 3 axes. Mais c'est toujours le service client. Donc, à des moments, pour le service client, on peut être amené à faire pas trop de productivité. Mais dans l'ordre, il y a toujours la qualité, toujours. Et le système de filtration qu'on a choisi avec Guy, en fait, c'est une double palette de filtration.
Donc, ça nous permet de passer d'un rouge à un blanc. Ça nous permet, vous avez 2 lignes en fait. Hein. Donc, vous êtes en production, vous pouvez laver la deuxième ligne. Donc, ça apporte beaucoup de souplesse au niveau de l'ordonnancement. Rémi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors c'était pas directement en lien avec ce que disait Jean-Paul, mais plutôt pour revenir juste sur la question de l'intégration paysagère. Un conseil important, indépendamment du fait d'être accompagné ou pas par une ingénierie, ne vous lancez pas dans des projets architecturaux indépendamment d'une base technique et d'une vision générale du projet suffisamment aboutie. Je le redis, que ce soit avec nous ou avec d'autres, ne prenez pas les projets à l'envers, c'est-à-dire que des architectes font très bien l'architecture. La définition du programme, son organisation en matière de flux, ça implique des compétences spécifiques. Nous, on voit trop de projets, on arrive trop tard et on doit composer avec des éléments qui sont contre-productifs, très clairement en termes de production et de conception de site. Donc vraiment, en termes d'organisation, j'insiste un petit peu là-dessus, indépendamment de nous directement, mais dans l'ordre de votre projet, partez quand même des bonnes bases, des bonnes logiques. On pourrait faire une très bonne architecture et des projets vraiment magnifiques, tout en respectant le flux et en étant productif. Hein. C'est pas incompatible du tout. Voilà. Ça se comprend, effectivement. Je confirme, Rémi, parce que en fait, sur le site, c'était ça, le premier principe, c'est on fait un process. On fait un process Indus, et puis si des personnes viennent visiter le site, Rémi, je pense qu'il ne nous a pas fait un vilain petit canard. Je trouve que ça, c'est sympa, c'est sympathique. Après, Rémi, par rapport à l'ergonomie, au niveau des, on peut en parler vite fait, au niveau des personnes, et ça, je ne l'avais pas vu, et puis on le voit après tous les jours quand on produit, il y a beaucoup d'ouverture, hein, beaucoup d'ouverture. Donc, il y a 20 ou 30 ans, on avait tendance à faire des boîtes de conserve. Donc, vous rentrez dans l'usine, c'est fini, vous ne voyez plus la lumière de la journée. Aujourd'hui, il y a des ouvertures partout. Donc, c'est sûr que ça a un coût, mais ça apporte un bien-être au niveau des conducteurs toute la journée. Ah, Donc, ça coûte cher, Rémi, mais très intéressant, précision intéressante, oui, effectivement, sur la nouvelle manière de concevoir, effectivement, un outil industriel, mais c'est assez large dans cet esprit-là. Une question pour Guy, s'il vous plaît. Quels outils Guy est capable de mettre à disposition pour qu'un client puisse analyser ses données de production, sa cadence, ses formats? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Je te laisse. Non, mais je te laisse. Alors, on en a parlé dans l'écran PLC de la machine, c'est un écran de contrôle. Donc, en fait, on va, à travers cet écran, enregistrer différents paramètres, que ce soit le nombre de codes, mais aussi comment dire, les formats et les moments de production, où on va avoir un historique, et on a aussi la possibilité de renvoyer tout ça sur une plateforme en ligne Internet pour faire des statistiques et un reporting de données en fonction des journées de prod, etc. Donc, on a la possibilité d'avoir tout cet historique conservé. Alors, ça sert à la fois pour le client et ça sert aussi pour Guy, pour le service après-vente, puisque on peut prendre la main à distance sur la machine et venir voir tout ce qui s'est passé sur la vie de la machine. Quand est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a produit, quels étaient les paramètres au moment de la production. Donc, on a un historique qui est conservé. Alors, on n'est pas uniquement dans le chiffre de production, mais vous avez précisé un moment, et ça intéresse pas mal de vignerons. Donnez-nous un petit peu plus de précision sur une machine qui fait à la fois du vin et de la bière. Eh bien, justement, c'est la flexibilité d'une machine électroautomatique. On vend des machines gravitaires, on vend des machines isobarométriques mécaniques, on vend beaucoup de matériel différent. Cette technologie-là, qui est en train de se développer de manière assez importante en France et dans le monde, ça a été créé en 2013 et on a maintenant des milliers de références quand même. Ce sont des machines qui sont… la première machine qu'on a vendue en France, le client fait des jus de pruneaux, fait de la bière, fait du cidre, fait tout type de produits. En fait, l'intérêt, c'est la flexibilité. Après, on va aussi commercialiser ces machines chez les vignerons qui sont intéressés par la qualité de remplissage, par la capacité de sanitation de la machine, mais aussi, c'est le maître mot actuellement, c'est la protection contre l'oxygène dissous. Jean-Paul Landrieux l'a dit tout à l'heure, on arrive à avoir 0 mg d'oxygène dissous subi sur ces machines, donc ça intéresse le vigneron à Chassagne-Montrachet, à Sancerre, dans le Médoc, en Alsace, etc. Ça intéresse le microbrasseur, ça intéresse pas mal de gens. Voilà. Maintenant, disons que nos marchés sont différents en fonction
de la capacité aux vignerons, à la cave coop, aux négoces, à investir dans un matériel qui soit adapté et en fonction aussi d'un tarif. Ça, c'est forcément évidemment. C'est le nerf de la guerre. Et une question ouverte, mais est-ce qu'aujourd'hui une machine qui fait de la bouteille est compatible avec une machine qui fait de la canette? Alors, certains la fabriquent en bière. Nous, on n'en fabrique pas encore ça. On peut faire bière et canette sur 2 machines différentes parce que c'est des produits différents, c'est des manières d'embecter différentes. Et nous, notre philosophie, c'est l'oxygène dissous. Donc, pour l'instant, on n'a pas la solution pour ça. Parce que quand on remplit des canettes, on fait aussi, on a la même philosophie de l'oxygène dissous. Et pour information, on a de plus en plus de demandes de remplissage de canettes pour le vin. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, quand on va à Londres, à New York, et qu'on rentre chez un caviste, le linéaire canette devient énorme. Et ça correspond à une consommation jeune, nomade, qui veut déguster à 25 ans une canette de vin sud-africain, une canette de vin chilien, une canette de… Voilà. Et c'est assez amusant de voir ça. La canette n'est plus réservée qu'à la bière. On le voit de plus en plus chez vous, Jean-Paul, il y a une réflexion autour de ça ou pas du tout? Aujourd'hui, non, on est assez classique. Nous, sur Limoux, de temps en temps, ça émerge. C'est un peu comme les frisans. Le frisant, il y a quelques années, on en parlait beaucoup. Bon, dans le monde du vin, j'étais sorti du monde du vin pendant 20 ans, je suis revenu. Pas 20 ans, 15 ans. Parce que aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est des vins sans sulfite. C'est des vins bio. C'est des vins bio-végans. Donc, en fait, ce que veulent faire les œnologues, c'est avoir des vins de plus en plus naturels. Donc, en ayant des vins naturels, ce qui se passe, c'est qu'on évite de mettre le soufre, le fameux SO2. Des fois, vous savez, si le vin est trop sulfité, c'est ce qui vous fait mal à la tête le lendemain d'un petit apéritif. Donc, aujourd'hui, on est sur des vins de plus en plus naturels. Donc, il faut avoir des machines de plus en plus aseptisées, voilà, qui maîtrisent complètement la filtration, le nettoyage. Et aujourd'hui, c'est l'installation que j'ai actuellement, c'est ce que l'on a. Donc aujourd'hui, un vin, pour la partie technique, un vin classique, vous avez 35 mg de soufre en libre par litre. Aujourd'hui, on essaye de baisser, on baisse. Et aujourd'hui, on arrive à 18, 20, même beaucoup plus bas, et tout en préservant la qualité des vins. Donc ça, on peut le faire avec des machines quand même qui ne font pas n'importe quoi en oxygène dissous. Et en plus, nous, avec Guy, on a fait l'acquisition d'un contacteur membranaire qui va nous gérer en amont de la palette de filtration tous les gaz dissous. Donc, c'est encore un plus. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a la multiplicité et le retour à des produits de plus en plus simples et naturels, en sachant que la technologie est de plus en plus élevée. Ce qui est un peu bizarre. Oui, effectivement. Et la dernière question, je la poserai naturellement à notre grand témoin. Et je reviendrai sur le thème initial de notre projet. C'est que pour vous Jean-Paul, est-ce qu'on peut dire que vous avez associé qualité et productivité sans rien lâcher des deux côtés? Ah, tout à fait. Après, dans l'ordre, moi, c'est toujours qualité, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que peut nous coûter une fabrication, une grosse fabrication de bouteilles à déboucher parce qu'il y a un problème de qualité. Donc, c'est toujours la qualité qui est là. Mais comme on avait une gamme très, enfin, Rémi le sait, une gamme en éventail, on démarre de la 37,5 au Magnum, en passant sur des bouteilles couchées, avec des bouteilles coniques. Donc, on a une gamme qui est très élevée. Donc, côté Guy, ce qu'on a voulu et ce qui est bien fait, c'est des changements rapides. Donc, aujourd'hui, une fois que les paramètres sont rentrés sur les bouteilles, il suffit d'un clic et le changement se fait en 5 minutes. Ce qui est peut-être un peu plus long, mais c'est normal. C'est toute la partie avinage des machines avant de démarrer. Ça coûte. Allez. Aujourd'hui, un changement de format, c'est 20 minutes, même pas. 15-20 minutes. Donc, Nicolas parlait après du SMED. Donc, rentrer dans le détail du détail pour arriver à baisser ces temps de changement. Mais aujourd'hui, déjà, sur la gamme Guy, vous avez un bel outil, quoi. Il y a un bel outil qui est bien pensé et qui va vite dans le changement. Et sans dégrader l'outil. Aujourd'hui, si c'est mal fait, les changements sont mal adaptés et vous abîmez la machine. Et abîmer un bec Guy qui est très technologique en électropneumatique, il vaut mieux éviter. Et on a vu aujourd'hui, on a dû faire 10 millions de bouteilles. On n'a rien cassé.
eh bien, ce sera, je crois, notre dernier mot. Donc, 10 millions de bouteilles avec une totale satisfaction de la prestation et de la collaboration entre ces 3 sociétés, hein, donc je dirais. Donc, Alain, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que ce qui est important aussi, c'est qu'après le démarrage, donc on pourrait croire que le cabinet engineering et puis après les structures qui nous accompagnent, une fois qu'on a démarré et qu'on a payé, bon, ils disparaissent. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est bien de le préciser parce que c'est souvent ce qu'on en attend. C'est-à-dire, une fois que le chèque est fait, on a quand même envie encore de revoir les gens qui nous aident. Parce que ça, il y a d'autres projets, c'est pour ça. Oui, non, mais évidemment, ce sont des entreprises. Bon, messieurs, on arrive sur le temps qui était consacré à notre webinaire. Donc, je rappelle à tout le monde, puisque j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient connectés en cours de webinaire, je vous rappelle à tous, pour vous rassurer, si vous n'avez pas vu le début, que vous pourrez retrouver la totalité de notre webinaire, puisque vous le retrouverez en streaming sur vigneauvin.com dès la fin du mois, et c'est l'intégralité de tous nos webinaires de printemps, puisqu'ils étaient au nombre de 6. Donc, ce sera notre dernière participation et notre dernier webinaire pour ce printemps. On se retrouvera vraisemblablement à la rentrée. On va vous laisser partir en vacances et faire vos vendanges tranquilles. Et on se retrouvera vraisemblablement au mois d'octobre. Donc, je vous remercie à tous. Merci à nos interlocuteurs. Merci pour le travail que vous avez fait, le temps que vous nous avez consacré. Merci à Jean-Paul Andrieux, aussi notre grand témoin, de vous être prêté au jeu. Et puis, merci à Vincent Ferrari, encore une fois, pour la réalisation sans faille de ces différents webinaires. Donc, Vincent, tu peux rallumer ta caméra pour qu'on te fasse un petit coucou et que tu apparaisses aussi, toi, à ton tour en vidéo. Voilà, Vincent est là. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la rentrée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.